Déjà une minute plus tard, bienvenue à l'Affaire publique des nouvelles du SPAL, dernière de la saison. Mine de rien, ça a passé vite cette saison-ci. Alors, on a avec nous la capitaine Sophie Touga de la section des crimes majeurs du SPAL et l'inspecteur Gino Yannon, à qui on a parlé à quelques reprises de la section des communications. Bonjour à vous deux. Bonjour, M. Gaudreau. Sujet délicat pour terminer notre année, agent Yannon. Sujet délicat, oui, mais sujet important. Je pense que les citoyens se posent souvent de grandes questions sur la résolution des différents crimes, délits. Oui. Et on a la chance aujourd'hui d'amener une collègue experte dans le domaine sur la résolution des meurtres et des crimes majeurs. Bon, oui, tout à fait. Mais il y a des dossiers qui intéressent les gens. Il y a des affaires aussi dont on ne peut pas parler parce que j'imagine qu'à travers tout ça, il y a des secrets, il y a des affaires d'enquête dont on peut rien révéler. Puis il y a des gens concernés qui habitent toujours le territoire aussi. Bien, absolument. Puis il y a aussi des procès qui n'ont pas eu lieu encore. Il y a des dossiers qu'on a enquêtés, oui. Qu'on est arrivé à des arrestations aussi, des accusations formelles, des mandats d'arrestation bien souvent, mais certains dossiers sont encore en processus judiciaire. Donc, au final, c'est pire qu'être animateur de radio. On peut pas, on dit le présumé, le ci, le ça. Il aurait fait ça, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Hein, Gino Yannon, c'est un peu ça, votre métier, vous. Il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Vous savez, on est... Même dans la vie de tous les jours. Oui, mais des fois, on aimerait ça pouvoir informer les citoyens. Vous le savez, j'étais déjà venu à votre micro pour dire à quel point les services policiers, on veut faire preuve de transparence, mais on est régi par certaines lois et règlements. Donc, par moment, on ne peut pas tout révéler. Il faut que le citoyen le comprenne. Il faut faire très attention. Nous autres aussi, là, on dit présumer, on dit telle affaire, on prend des verbes, on fait attention au choix des mots aussi. Mais tout à fait, parce que Mme Touga, corrigez-moi, mais tant que la personne n'est pas reconnue coupable devant un tribunal de justice, on présume que cette personne-là, elle est accusée jusqu'à preuve du contraire et non reconnue coupable. Absolument. C'est le principe de la présomption d'innocence. Hein. Au Canada, on sait que les gens ont le droit à une défense pleine et entière. Donc, c'est ce qu'il faut respecter aussi. Donc, parlons du travail que vous effectuez, capitaine Touga, à la section des crimes majeurs. C'est quand même... Il y a quelque chose de fascinant pour le commun des mortels, pour le citoyen, ce que vous faites comme métier. Oui, absolument. Depuis l'an passé environ que j'ai été nommé capitaine au crime majeur, puis on a 3 équipes avec lesquelles on travaille. Les crimes majeurs à proprement dit, là, les équipes qui traitent des homicides, des tentatives de meurtre, des séquestrations, des extorsions, des enlèvements. On fait aussi les négociations, commandant filet, les personnes barricadées. Ça, c'est la première section. La deuxième section, c'est l'équipe des crimes à caractère sexuel. Tout ce qui a rapport avec les agressions sexuelles, les abus physiques, autant sur les enfants. Et il y a aussi le 3e volet qui est l'équipe intégrée en exploitation sexuelle. Qu'on a reçu il y a quelques mois ici. Oui, effectivement. En fait, c'est les sections qui ont rapport avec l'intégrité physique des gens. Donc, ça implique que vous avez tout un parcours, là. Vous avez vécu bien des choses, vous avez vu bien des choses également. Quand même, au fil de 26 ans de carrière, oui, on en a vu plusieurs dossiers. J'ai fait 4 ans de patrouille. Ensuite, je me suis dirigée vers les enquêtes. Puis le gros de ma carrière, effectivement, le sergent détective au crime majeur pendant 17 ans. Ensuite de ça, lieutenant détective au niveau des crimes majeurs encore. Je me suis concentrée là-dessus. Éventuellement en charge des cold cases. Des choses qu'on peut oublier aussi. Oui, et là, comme je vous dis, depuis environ... Des cas qu'on peut oublier. Ça peut arriver. Pas oublier, mais des cas de non résolus. Non résolus, exactement. Voilà. Exactement. Donc, ça veut dire combien de personnes, ça? Au total, au niveau des 3 sections, on parle d'environ une 50aine de sergents détectives. Bon, le SPAL procède d'une façon différente des autres corps de police à cet égard-là, quand vient le temps de régler des homicides. Est-ce qu'il y a une façon de faire propre au SPAL? C'est pas qu'on fonctionne d'une façon différente, c'est qu'on a une espèce d'organigramme, justement, qui essaie de concentrer les mêmes sujets sous les mêmes responsabilités. C'est-à-dire que, je vous ai parlé, moi, je suis plus en lien avec l'intégrité physique de la personne, donc les sections sous ma gouverne.
Il y a les sections des crimes spécialisés au niveau de la lutte aux stupéfiants, des crimes en réseau, des fraudes maintenant, des fraudes, des crimes économiques aussi, oui. qui sont en hausse, effectivement. Puis ensuite, on a tout le volet enquête générale aussi, ce qui est fait au départ, les introductions par effraction, les fraudes de moindre envergure, mais ça va aussi de la possession de stupéfiants, trafic de stupéfiants. C'est une section aussi non négligeable où est-ce qu'il y a un gros volume d'enquêtes qui se passe à ce niveau-là. Regardez-vous les séries policières? Lisez-vous des romans policiers ou pour relaxer, vous faites autre chose? Je regarde des séries policières Okay. parce que je suis toujours intriguée. C'est une passion pour moi, la police. Évidemment, les crimes majeurs, les homicides en tant que tels, oui. Des romans policiers, j'essaie de prendre peut-être des livres sur d'autres sujets. Donc, c'est important de se changer les idées également. Absolument. Est-ce que vous voyez des choses, vous dites des avancées technologiques dans des séries, notamment américaines? Des fois, peut-être que c'est pas très réaliste. Voyez-vous des choses que vous dites, ils ont ce gadget-là, eux autres? Oui. Souvent, les avancées technologiques, de plus en plus, les réalisateurs, les producteurs, ils se fient aussi sur la réalité, sur ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde policier. C'est qu'on voit des séries qui sont de plus en plus, qui traduisent de plus en plus la réalité. Ce qui est un peu moins réel, c'est la rapidité des résultats. C'est évidemment... résolu en un épisode souvent. Ou si on regardait à l'époque, comment ça s'appelait, District 31, c'était ultra rapide. C'est rapide, évidemment. Là, juste les résultats au niveau d'un laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, les retours d'ADN en tant que tel. Là. Nous, au niveau de la biologie, on aimerait bien avoir un résultat le lendemain. Vous n'allez pas jaser avec la personne en question sur le bord d'un... Puis c'est pas de même que ça se passe. On va pas jaser, on leur met peut-être la pression un peu, mais c'est jamais des résultats en 24 heures, ou en tout cas, c'est très, très rare. Ouais. Quand même, non, mais faut le dire aussi, parce que ce qui prend 1 heure pour vous autres, ça peut être des mois, des années même aussi. Tout à fait. Maintenant, au niveau du laboratoire, je pense que... je sais qu'ils ont embauché beaucoup plus de ressources aussi. Au niveau de la biologie en tant que telle, c'est une équipe très, très motivée. Puis avec tout l'avènement des sections de dossiers non résolus, les nouvelles technologies aussi, on va avoir besoin de plus en plus des résultats au niveau de l'ADN. Fait que je pense que les unités ont été bonifiées, qu'on a des résultats quand même beaucoup plus rapides qu'avant. Là. Avant, on parlait en termes de mois, 5, 6, 7 mois. OK. Puis maintenant, on peut parler en termes de semaines dans certains dossiers. Bon, des fois, il y a l'impatience du public. Pensez-vous que c'est motivé par cette profusion de séries télé, de romans, etc., de films? Les gens veulent des résultats tout de suite, puis ils veulent savoir ce qui est arrivé avec tel cas. On nommera pas de cas en particulier parce qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues encore tout à fait. Absolument. Mais parfois, on perçoit une impatience du public. Oui, il y a 2 volets là-dessus. Oui, le fait qu'ils regardent des séries télévisées, tout ça, c'est romancé, puis en effet, c'est très accéléré. La réalité est tout autre de notre côté, comme je vous dis. En même temps, notre travail n'est pas toujours bien connu. Toutes les étapes d'une enquête policière, toutes les contraintes aussi, on appelle ça des contraintes parce qu'à l'époque, il y a 26 ans, on fonctionnait beaucoup par affidavit. Un exemple pour les institutions bancaires. On avait besoin des informations, on fonctionnait par affidavit, puis on avait le retour de notre information. De nos jours, on a besoin d'une ordonnance judiciaire pour chacune de nos démarches ou presque. Donc, ça veut dire qu'un juge doit donner la permission. Absolument. Puis il faut exposer nos motifs aussi à l'appui de cette dénonciation-là. Il faut être capable de prouver qu'on a les motifs pour obtenir l'information. Ça, c'est un processus qui est long. Puis ensuite, il y a une fois qu'on a obtenu l'ordonnance judiciaire, il faut analyser les données. De plus en plus, les données se trouvent où? Dans des ordinateurs, dans des appareils cellulaires, dans des systèmes d'info, divertissement, dans des véhicules. C'était plus simple avant. C'était mieux avant. Comme mon père disait, c'était tellement mieux avant. Je ne sais pas si c'était mieux, parce qu'au niveau des enquêtes, pour nous, on arrive à cerner des trajets précis, des données précises sur une personne. Imaginez tout ce qu'on peut trouver dans l'appareil cellulaire d'une personne. Tout le monde a toujours un appareil cellulaire. Notre vie est là-dedans. Oui, on a toujours ça dans les mains. C'est pas pour rien que si on tombe là-dessus, on peut découvrir. Mais il faut en faire bien l'analyse. Et ça, c'est long. C'est un travail de longue haleine. Il faut être précis aussi pour bien amener la preuve au niveau... Y a-t-il des cas dont vous pouvez parler? Il y a des cas... Des cas résolus? Ça, on pense, exemple, on parlait de cold case tantôt, d'avancées technologiques. On pourrait penser au cas de Sharon Pryor, Sophie? Absolument. Vous en avez probablement entendu parler. Il était très médiatisé, ce dossier-là. Une quarantaine d'années plus tard. 48 ans plus tard. Oui, c'est Racontez-nous un peu, un petit résumé de ce que c'était le cas de Sharon Pryor. C'est une jeune...
Je pense que le meurtrier, si je ne m'abuse, était aux États-Unis, était mort, enterré, puis on a réussi à résoudre l'affaire. Exactement. Un peu ça. Allez-y, racontez-nous un peu rapidement. Exactement. C'est une jeune fille de 16 ans qui habitait dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, puis qui s'est fait enlever un soir, un vendredi soir. Elle allait marcher dans le secteur, aller rejoindre des amis dans une pizzeria, s'est fait enlever, agresser et sauvagement tuer. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard dans un boisé de Longueuil, qui est maintenant près du parc Michel Chartrand. Et éventuellement, la scène avait été quand même préservée, en guillemets, avec les moyens du bord de l'époque. Donc, il y avait des éléments de preuve qu'on avait toujours conservés, là, même 48 ans plus tard. Puis, éventuellement, bien, on a fait il y avait de l'ADN. C'est littéralement ça. Il y avait de l'ADN sur certaines pièces à conviction. On a envoyé ça au laboratoire. Plusieurs démarches. Là, je vous épargne évidemment toutes les démarches au fil de 48 ans d'enquête. Cette enquête-là a toujours demeuré active au niveau de notre service de police. Puis éventuellement, bien, on a eu vent des nouvelles technologies, des avancées. Les avancées de la science là, au qui sont niveau importantes de la dans ces dossiers-là. généalogie génétique. Là. Puis ça, c'est révolutionnaire. Là. Je vous le dis, c'est quelque chose qu'on... Alors, le dossier a été non pas rouvert, mais des avancées. Puis il y a quelqu'un qui a dit dans l'équipe, ben voilà, on pourrait peut-être aller voir de ce côté-là. Comment c'est arrivé? Absolument. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a levé un drapeau? Oui, on a eu une très, très bonne collaboration de la famille Pryor dans ce dossier-là. L'enquêteur au dossier aussi, qui est un enquêteur analytique, qui a reviré tous les éléments dans le dossier, qui a analysé tout ça. Qui a été le même tout le long de l'enquête? Ou Non, qui a été nommé dans les dernières années, justement pour y jeter un regard complètement nouveau, pour ne pas être contaminé par tout ce qui s'était fait précédemment. C'est qu'il a complètement analysé le dossier. Là, il y avait 7-8 caisses de documents. Tout analyser le dossier en lien avec la famille, mais aussi en lien avec certains enquêteurs au Canada, dont un enquêteur en particulier, là, à Toronto, qui commençait à utiliser les nouvelles technologies au niveau de la généalogie génétique. Et avec le laboratoire, au même moment, ils ont commencé à organiser une certaine équipe aussi, un nouveau programme, le programme PIST ou Patronyme avec le Y, qui est concentré sur le chromosome relatif aux hommes. Okay. Il y a des banques de données qui se sont faites éventuellement. Il y a une généalogiste qui a été mise à contribution dans ce dossier-là, puis éventuellement, on nous a sorti un nom de famille d'un suspect potentiel. Donc, ça a recoupé, là. Ça a recoupé au niveau des liens génétiques, l'ADN en tant que tel. Puis éventuellement, bien, l'enquête traditionnelle a permis de savoir, justement, on peut le nommer Franklin Romine, un gars effectivement originaire de la Virginie occidentale, mais qui avait passé quelques années dans le coin de Montréal à ce moment-là. Et dans les moments là, de l'enlèvement de Sharon Pryor, il était à Montréal. Il avait eu quelques affaires dans le coin de Pointe-Saint-Charles, effectivement. Mais là, il était mort et enterré. Il était mort et enterré. Alors là, c'est une autre affaire qui commence, une autre aventure qui commence. Il faut être en Absolument. mesure d'aller chez nos voisins du Sud, dire, ben ça doit être compliqué, là. Absolument, puis il fallait confirmer l'ADN. Il faut le déterrer, puis il fallait aller confirmer l'ADN. Exactement. On avait l'ADN sur des pièces à conviction de la scène de crime. Là, ça nous prenait l'ADN du tueur pour confirmer, pour avoir la concordance et la certitude absolue que c'était notre tueur. Donc, on a fait affaire avec le FBI aux États-Unis, avec un procureur aussi de la Virginie occidentale. Ils nous ont permis d'aller procéder à l'exhumation du corps. Vous deviez trépigner, dire « il faut que ça avance, il faut que ça avance ». Absolument, absolument. Ça a-tu passé proche de ne pas avancer? Non, je pense pas. Tout le monde comprenait nos motifs. On avait bien fignolé notre enquête aussi. Puis, éventuellement, c'est juste que les étapes se prolongeaient. Puis d'un pays à l'autre, il faut recommencer toujours. Donc, vous avez été en mesure d'aller chercher des preuves d'ADN et il y a eu résolution de crime. Vous devez être heureux et heureuse quand ça arrive, ce genre de choses-là. Absolument. On avait amené une biologiste, justement, du laboratoire. On est allé quelques enquêteurs. On a exhumé le corps. On a saisi quelques parties, quelques ossements de ce corps-là. On a ramené ça à notre laboratoire. Et puis, une semaine environ plus tard, on a eu la concordance à 100%
qu'il s'agissait du tueur. Et la en famille, 1975. soulagement, la paix, Ouais. le deuil, on peut le faire. Ah, absolument, absolument. Ça Puis ajoute, c'était... ça ajoute pas le retour de la personne. Le retour de la personne, ben, ça ne l'amène pas, mais au moins, ça peut amener un peu de paix. Puis c'est une partie de votre travail. Ah, tout à fait. Puis des Que réponses. justice soit faite, soit Tout à fait. rendue. Des réponses à cette famille-là qui était tellement affligée depuis tout ce temps-là. Bon, je vous rappelle qu'on est avec la capitaine Sophie Touga de la section des crimes majeurs au SPAL. Les jeunes qui nous écoutent actuellement, qui voudraient faire ce métier-là, c'est quoi? Comment on procède? D'abord, on est policier, mais après coup, on démontre un intérêt pour aller travailler ailleurs que sur la patrouille et que donner des tickets. Oui, absolument. Comment on s'y prend? Dans la plupart des cas, ben, il y a un minimum de patrouilles à faire. Hein. Souvent, dépendamment Ça des passe par là. organisations, ça passe par là. Puis c'est complètement justifié tant qu'à moi. C'est là qu'on se fait nos premières armes aussi comme policier, comme enquêteur. C'est là qu'on développe notre sens de l'observation, notre instinct également. Fait que souvent, c'est 4 ou 50 patrouilles, puis éventuellement, ben, il y a des ouvertures, il y a des postes qui s'ouvrent, puis on applique, puis de là, ben, évidemment, il y a un processus de sélection, il y a des examens. Il faut aller à l'École nationale de police du Québec aussi pour plusieurs examens, puis éventuellement, là, commencer. On Bien monte souvent, les échelons. on monte les échelons. Mais bien souvent, on commence quand même dans une section de crimes généraux. Il faut y aller graduellement aussi, faire nos armes, comme on dit. Puis éventuellement, ben, on est appelé, on peut appliquer dans certaines sections plus spécialisées. Bon, alors, je vous garde. Merci infiniment. Évidemment, on pourrait parler des heures avec vous. On va vous réinviter, j'en suis convaincu. On prend une petite pause, si vous voulez bien. Donc, je vous rappelle que c'est la chronique du SPAL, la chronique mensuelle du SPAL, la dernière de la saison. Capitaine Sophie Touga et inspecteur Gino Yannon, je vous garde parce que j'ai des questions à vous poser, des questions du public. Qu'en dites-vous? Je serai présent. Pour à l'affaire et public, des nouvelles du SPAL, c'est les questions du public. Agent Yannon, Gino Yannon, des communications du SPAL. Alors, on y va avec les questions? Absolument, allez-y. Première question de Julien, 11 ans, de Longueuil, qui pose la question. Le SPAL, possède-t-il des chevaux? Premièrement, un beau bonjour à Julien, 11 ans. Il a pris le temps de nous écrire, je l'apprécie Là, il est à grandement. l'école, probablement, Oui. quoique les vacances commencent. Mais bon. Ils sont dans les examens, assurément. Mais la question, c'est les chevaux. On n'en a pas, nous, au SPAL, pour le moment. Contrairement à Montréal, où il y en a. Contrairement aux plus grosses organisations comme Montréal ou la Sûreté du Québec, qui pourraient avoir une équipe de cavaliers, qu'on appelle, où les chevaux sont utilisés à la fois pour les approches communautaires ou par moment pour du contrôle de foule, ainsi de suite. Plus facile de pénétrer une foule qu'en courant avec un cheval plutôt qu'en auto. Oui, puis pour aussi. avoir déjà été avec mes confrères à Montréal sur certaines, exemples, manifestations, je peux vous dire qu'un cheval, c'est très imposant. Ça a une prestance. Alors, souvent, ça l'inspire le respect, disons-le comme ça. Donc, il n'y en a pas, mais peut-être... Y a-t-il des animaux? Oui, il n'y en a pas, mais on a quand même des chiens. Hein? On a des maîtres chiens que l'on appelle des K9. Donc, on est en train justement de refaire une formation avec des nouveaux joueurs qui s'en viennent joindre notre équipe. OK. On en a un pour le moment actif, mais on va bientôt en avoir 2 autres. Donc, on va avoir une belle équipe là, Des de bergers maîtres allemands? chiens. Pour la plupart, c'est souvent des bergers allemands, mais je veux faire attention là, parce que mes confrères ne seraient pas contents si je ne donne pas la bonne race. Mais oui, la plupart du temps, les chiens policiers, ce sont des bergers allemands qui viennent de partout à travers le monde. Pourquoi des bergers allemands? Écoutez, j'aimerais pouvoir vous répondre, mais encore là, je ne suis pas un OK. expert. Mais en partout à matière. travers le monde. Oui, parce que ces chiens-là, souvent, soit ils viennent des États-Unis ou ailleurs, parce que ça prend des entraînements extrêmement rigoureux. Il faut voir également à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une connexion avec le maître. Donc, le policier qui est en formation pour apprivoiser un C'est son animal, chien. il faut que ça devienne son chien. Il faut que cette connexion-là soit unie. Donc, le maître chien pour avoir une personnalité X, et si le chien a une personnalité Y, c'est spécial de le dire comme ça se peut que le mélange ne soit pas Il n'y a optimal. pas de match. C'est son coéquipier. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Des fois, on voit 2 policiers dans une autopatrouille. Eh bien, quand on voit un agent maître chien avec son chien, le chien est un policier également, et c'est son Fascinant. partenaire. Une affaire fascinante. Il faudra en parler de Alors, ça. on va revenir l'an vous voir, prochain, on Gino. parlera. Oui, En on va septembre, revenir vous avec un revenez, maître on va donner la date tantôt. Autre question. Elle nous vient de José Durocher. José, qu'on salue,
qui fait ici la chronique atypique un mercredi aux 2 semaines. Josée posait la question. Elle est autiste, Josée. Les policiers du SPAL sont-ils préparés, formés pour intervenir avec les clientèles neurodivergentes? C'est une bonne question. Puis vous savez, on est rendu en 2025. C'est un enjeu qui touche l'ensemble des services policiers au Québec. Donc oui, premièrement, dès l'entrée en fonction au niveau de l'ENPQ, l'École nationale de police du Québec, les scénarios pour nos jeunes policiers aspirants commencent de plus en plus à être inspirés de faits réels. Donc, d'avoir à la fois des gens avec des personnalités, disons, plus criminelles, mais également des gens qui subissent davantage la maladie. Donc, d'intervenir auprès de clientèles diverses comme cela, ça l'amène assurément des approches différentes. On doit s'adapter. Et même, vous posez la question précisément au SPAL, on a de plus en plus des travailleurs sociaux et également des psychologues qui contribuent avec notre section formation pour pouvoir adapter nos scénarios de formation pour nos policiers patrouilleurs, parce qu'on va se le dire, c'est majoritairement nos policiers patrouilleurs qui répondent aux appels 911 avec cette clientèle. Et c'est très souvent ce genre d'appels-là qu'ils reçoivent. Là. Et oui, d'intervention psychologique, psychosociale à bien des égards. Tout à fait. Que ce soit au niveau de la maladie ou des fois par rapport à des intoxications, des gens qui n'ont malheureusement pas, entre guillemets, pour ceux qui sont intoxiqués de toute leur tête, par ce moment-là, faisons une différence naturellement avec nos gens plus malades ou neuroatypiques. Mais bref, il faut adapter nos interventions. Et nos policiers, c'est un dossier important pour le SPAL et on adapte nos formations à cet égard. Donc, c'est noté. Donc, Josée, je ne sais pas si vous prenez des notes présentement. L'autre question qui nous a été posée par Patrice Côté et Michel Chouinard, également de Longueuil. Les policiers sont-ils en forme? Sont-ils évalués souvent sur leur forme physique? Parce que je me souviens une époque... une belle grosse police avec des belles grosses bottines bien shiny. Avec les beignes. Pas sûr que ça courait bien vite. Avec les Dunkin' Donuts et les beignes. Avant même. Moi, avec les grosses moustaches. Non, mais... je me souviens d'un voisin, entre autres, mon père disait, mon Dieu, s'il se met à courir après un bandit, bonne chance, ça va être difficile. Je pense que depuis de nombreuses années, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos jeunes policiers sont évalués sur leur forme physique à leur entrée à l'école de police. Okay. Par la suite, lorsqu'ils arrivent dans leur corps de police respectif, pour la plupart, passent des examens médicaux également. Donc, ça, c'est une chose à l'entrée quand on est jeune. Par la suite, oui, dépendamment des sections où on est assigné au service de police, il y a des sections où la forme physique est absolument une priorité. Je vous donne un exemple. Le SWAT, le GTI, les groupes tactiques d'intervention, nos agents CONEF, tantôt où je vous parlais, qui doivent être dans une forme physique exemplaire, ce sont des sections très précises où la forme physique, c'est une priorité. Par contre, je dis également que nos patrouilleurs, et on parlait tantôt des sergents détectives, eux aussi, la mentalité policière fait en sorte que nos gens ont le désir de se maintenir en forme. Vous l'avez bien dit, si ce n'est que pour effectuer leur travail au quotidien, remplir la mission, et également pour leur propre santé, pour pouvoir travailler en sécurité. Aussi. C'est très important. Et l'employeur met à la disposition des policiers des dispositions pour qu'ils puissent s'entraîner. Exemple, on rembourse une partie des activités physiques pour que nos employés puissent justement maintenir un niveau de forme physique pour effectuer la mission policière. On parlait avec le capitaine Touga il y a 2 secondes. On disait, vous avez vu des choses, quand il y a des débriefings, quand il y a des choses qui sont difficiles, j'imagine que se tenir en forme physique, l'esprit sain dans le corps sain, ça doit être hyper important, sous-estimé peut-être même. Bouger, faites des choses, c'est bon pour la santé psychologique. Absolument. Puis je pense que les policiers, en général, la tendance a changé. Là, vous disiez là, à l'époque, là, votre voisin, tout ça. Là, qu'on ne nommera pas, là, on ne nommera pas. Ça va. Mais dans le sens que la tendance a changé aussi. Les policiers sont de plus en plus en forme. Oui, il y a des incitatifs aussi, le financier pour des abonnements dans des gyms, des trucs comme ça, mais on en voit de moins en moins des policiers qui sont pas en forme. Là. Les gens sont conscientisés aussi, là, parce qu'on est appelé parfois à des interventions d'urgence, à courir littéralement après des bandits. Il faut se battre aussi, des fois. Ça arrive. Maîtriser quelqu'un. Oui, puis si je peux compléter, vous l'avez bien dit, des fois, par moment, c'est même un exutoire. Oui. Mon Dieu, je cherche mes mots ce matin. Mais pour les policiers... Je stresse les personnes que j'interviewe. D'accord. Non, mais c'est une blague. Ce que je voulais juste vous dire, M. Gaudreau, c'est ça, c'est que par moment, ça fait du bien de pouvoir évacuer cette tension-là, cette pression-là par moment. Donc également... Ne serait-ce que pour ça. Comme disait ma consoeur, c'est effectivement une belle voie à suivre.
Voilà. Ben, sur ces bonnes paroles, merci infiniment de votre présence. Donc, on le rappelle, capitaine Sophie Touga de la section des crimes majeurs et l'inspecteur Gino Yannon de la section des communications. On a une bonne nouvelle. Vous revenez l'an prochain. Absolument. On vient vous revoir dès le 17 septembre prochain, fort de notre succès des dernières chroniques ensemble. Tout à fait. Le SPAL est fier de s'associer au 103.3 pour venir parler à ses citoyens, à la population. Donc, merci encore une fois à la station pour nous permettre d'avoir cette tribune avec vous, M. Gaudreau. Merci à vous. Puis merci aux gens du public d'avoir posé des questions intelligentes tout au cours de cette année. Oui, puis on va les encourager à continuer dès l'automne prochain. Passez un bel été. Vous aussi. Et passez une auditeurs. belle journée d'abord, ceux et celles qui nous écoutent. On se retrouve demain, 6 h de bonne heure le matin. Par la suite, l'affaire est publique. Cet été, le bingo du FM 103.3 ne prend